Pour sortir de cette crise institutionnelle, faut-il donc en finir avec ce modèle des régions autonomes ou bien le faire évoluer dans le nouveau contexte qui s'impose aux États européens? Je vous propose d'écouter sur ce point l'ambassadeur de l'Union européenne à Rabat, Eneko Landaburu, lui-même basque, et qui a sur la question un avis très personnel. On l'écoute. Moi, je crois que le modèle de régionalisation n'est pas exportable et qu'il doit correspondre au génie de chaque pays, à son histoire, à sa propre culture. La réalité régionale en Allemagne correspond d'une part à un État qui est très récent, puisqu'il s'est créé au XIXe siècle, à une très grande autonomie historique dans certains duchés ou comtés, et il correspond donc à une expression de son histoire, une expression de ses cultures. Ça ne les empêche pas de travailler au sein de la République fédérale d'Allemagne, tous. L'Italie a connu un essai de régionalisation un peu chaotique pour essayer de régler son problème entre le Mezzogiorno, le sud et le nord. Je crois qu'ils n'ont pas trouvé encore la bonne formule. La France, pays jacobin traditionnel, a voulu lancer aussi une certaine régionalisation qui est moins ambitieuse que l'espagnol, mais dont on voit bien certaines limites sur le plan des coûts. Parce que le problème aujourd'hui, c'est celui de maîtriser les coûts. Plus que jamais. Quand on était dans les 30 glorieuses, la croissance, quand on était dans l'Espagne démocratique qui rentrait dans l'Europe et qui avait une croissance énorme, on pouvait faire des hôpitaux partout, on pouvait faire des musées partout, bon, très bien. Mais aujourd'hui, il faut redéfinir le projet par rapport aux moyens budgétaires, moyens économiques. Et dans le cas de l'Espagne, il est certain que le modèle actuel ne peut plus durer. Et moi, je suis partisan d'un certain fédéralisme. C'est-à-dire d'une plus grande autonomie des régions, mais que les régions prennent leurs responsabilités et développent ce qu'elles peuvent développer, chacune en fonction des moyens. Qu'il y ait une sorte de caisse de compensation à l'intérieur pour aider les plus pauvres dans un certain nombre de domaines, ça me paraît normal, mais que chacun doit être responsable par rapport aux autres et ne pas attendre que les autres payent pour eux et rentrer dans des guerres sur je dois tant, il me doit tant, il vole mon eau ou il pompe sur ma caisse de sécurité sociale. C'est le début d'une désintégration d'un pays, ça. C'est ce qu'on vit en Belgique. Quand les Flamands, ils ne veulent plus payer la sécurité sociale des Wallons. Alors qu'est-ce qui nous unit? Donc voilà, il faut éviter à tout prix d'être dans ces situations. Il y a des formules politiques pour le faire, mais il n'y a pas une formule pour tout le monde. Chacun doit le faire en fonction de son histoire. Alors, est-ce que la formule fédéraliste pourrait être amenée à remplacer finalement le système autonomique actuel, Paco Soto? Personnellement, moi connaissant Eneko Landaburu, qui est un monsieur très intelligent en termes politiques, je dois dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit et je crois, il me semble que la solution fédérale ou fédéraliste, je ne dis pas que c'est une solution parfaite, mais ça pourrait être une bonne solution d'évolution politique et juridique de l'état des autonomies espagnoles. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Landaburu, mais je crois que c'est un petit peu dans ce contexte-là que l'État espagnol devrait évoluer. En précisant, ceci dit, qu'il faut tenir en compte les spécificités socio-culturelles et linguistiques des Catalans et Basques, entre autres, mais surtout des Catalans et des Basques, parce que, j'insiste une fois de plus, la Catalogne, c'est pas la communauté autonome de Murcia ou c'est pas la communauté autonome de l'Aragon. Je veux dire, ça a une série de particularités. Il y a la volonté d'une partie importante de cette population d'être nation. Moi, personnellement, que les gens disent je fais partie de la nation catalane, ça ne me dérange pas du tout. Je veux dire c'est pas un problème. Pourquoi on ne pourrait pas parler de nation catalane ou de nation basque il y avait des gens, un des pères de la Constitution espagnole, Jordi Solé Tura, qui est mort il y a quelques années, un Catalan, parlait de l'Espagne comme une nation de nations. Une nation singulier, de nation plurielle. Bon, pourquoi pas? Finalement, je ne suis pas juriste, je ne suis pas politologue, mais je crois que effectivement la solution fédéraliste ou fédérale est une solution qui me paraît intéressante, parce que sinon, le statu quo actuel, ça n'a aucune raison de continuer à exister. Et sinon, c'est la rupture. Jean-Jacques Kowalski, vous êtes d'accord? Oui, le fédéralisme mettrait un peu de cohérence dans ce système qui s'est bricolé dans la confusion de la transition démocratique et qui a besoin d'un peu de remise en ordre. Cela dit, on peut s'étonner que le débat sur le fédéralisme date
des années de mise en place de la Constitution espagnole. Il avait été écarté à l'époque parce qu'il y avait cette crainte d'un coup d'État, d'un contre-coup d'État de la part de l'armée. Mais curieusement, alors que l'Espagne s'est stabilisée démocratiquement, heureusement, donc elle n'est plus en transition, c'est une démocratie, ce débat sur le fédéralisme est resté tabou. Alors tout à l'heure, vous parliez du mot nation, non, nation de nation. Donc c'est ce qui a été tenté par le gouvernement antérieur de Catalogne avant Monsieur Mas et la Convergence et Union, et il a buté justement sur ce préambule du nouveau statut de Catalogne qui aurait supposé une réinterprétation de la Constitution qui parle de la nation espagnole mais qui est composée de nationalités. Et donc le Parti populaire s'est appuyé sur le fait que cette déclaration dans le projet de rénovation du statut catalan était inconstitutionnelle, ce qu'a confirmé effectivement le Conseil constitutionnel, le tribunal constitutionnel espagnol qui applique la loi. Donc il aurait fallu à ce moment-là un peu plus d'intelligence de la part du gouvernement espagnol de l'époque, donc de M. Zapatero, qui prenne le taureau par les cornes. Sa majorité en Catalogne ayant proposé ça, il fallait qu'il mouille sa chemise au Parlement et que le Parti populaire ne vive pas dans les hantises d'un passé qui, bien heureusement, est assez loin des réalités actuelles de l'Espagne. Donc, ce qui fait que le débat sur le fédéralisme sent un peu la naphtaline en ce moment. Et donc, il n'est pas sûr qu'il soit le débat qui réponde aux urgences du moment. En tout cas, tout ce débat, ces transformations, ces défis institutionnels sont bien sûr regardés avec beaucoup d'attention, on l'a dit, en Europe, mais aussi au sud de la Méditerranée. Les difficultés du système autonomique espagnol sont scrutées de très près, notamment au Maroc, où le roi Mohamed VI a lancé il y a 5 ans maintenant la dynamique d'une régionalisation avancée, régionalisation qui doit se faire d'une manière graduelle. C'est une politique sur laquelle s'est penché Christian de Boissieu, président délégué du Conseil français d'analyse économique. On l'écoute. En ce qui concerne la régionalisation au Maroc, j'avais travaillé il y a quelques années sur ce qu'on appelle les CRI, les centres régionaux d'investissement. C'était une très bonne idée d'inscrire le développement du Maroc dans un contexte résolument local et régional. Je ne vois aucune contradiction entre globalisation et régionalisation, les deux vont de pair. La politique régionale est une politique à la fois ambitieuse et compliquée. Il faut à la fois favoriser ce qui marche bien, et en même temps il faut permettre aux régions, aux parties du pays qui sont un peu en arrière du point de vue du développement et de l'emploi, de rattraper le train en marche, parce que c'est très important pour la cohérence, j'allais dire, sociale et économique d'un pays, que de traiter en même temps les déséquilibres régionaux tout en favorisant les pôles de compétitivité. Alors rééquilibrer les territoires, faire émerger des pôles régionaux de compétitivité, voilà sur le plan économique, mais pour le plan politique, est-ce que selon vous, les difficultés que traverse l'Espagne peuvent inciter le Maroc à réorienter la nature de son modèle de régionalisation, Paco Soto ? Réorienter, je ne sais pas, il faudrait le demander aux autorités marocaines, mais je crois que le Maroc peut apprendre du modèle autonome ou autonomique espagnol ses aspects positifs et ne pas laisser de côté ces aspects questionnables ou ces aspects négatifs. Le Maroc aussi est une réalité plurielle extraordinaire. C'est un pays arabe, c'est un pays berbère, c'est un pays méditerranéen, c'est un pays africain. Et ce pays doit s'articuler d'un point de vue politico-juridique à partir de cette réalité. Mais attention, je dirais aux Marocains, si ils me le demandaient, attention de ne pas tomber dans les excès espagnols et de ne pas commettre les erreurs qu'a commis l'Espagne, peut-être parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, je n'en sais rien, ça c'est un autre débat. Mais bon, qu'a commis le voisin du Nord durant ces 30 et quelques dernières années, quoi. Jean-Jacques Korlianski, l'ambassadeur de l'Union européenne à Rabat, nous disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de modèle à exporter, que chaque pays doit avoir le sien en fonction de son histoire, de ses particularités. Selon vous, est-ce qu'il y a néanmoins justement des écueils à éviter à tout prix ? C'est à chaque pays, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eneko Landaburu. Il faut que chaque pays fasse son état des lieux
et fasse une évaluation des systèmes de régionalisation, des systèmes fédéraux d'autres pays. Et donc, ces systèmes fédéral, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a un certain nombre de pays d'Amérique latine. Et donc, dans les systèmes fédéraux, on sait qu'il peut y avoir une meilleure gestion d'un certain nombre de domaines par les États fédéraux, mais il peut y avoir aussi des phénomènes de spirale de dépenses, de repli de chaque région sur ce qu'elle a, sa difficulté. Alors ce que disait l'ambassadeur de l'Union européenne, c'est que il faut quelque part qu'il y ait une espèce de caisse de compensation, que ce qu'on appelle le système régional fédéral comme on voudra, mais que chaque région apprenne à gérer au plus près ce qu'elle a, et que soit défini au fond un plan de développement pour chacune de ces morceaux du pays en coordination avec l'État central, pour qu'il y ait quand même un minimum de cohérence. D'autre part, je ne connais pas bien la situation du Maroc, reste à savoir si ce projet de régionalisation est un projet qui répond à des nécessités économiques essentiellement, ou si par ce biais-là, on essaie de résoudre d'autres problèmes. Un autre problème qui est un problème qui est posé sur la table des négociations, qui concerne aussi quelque part l'Espagne, qui est celui du Sahara, où le modèle espagnol a été également avancé, il me semble, par ces autorités marocaines pour essayer de trouver une solution à ce problème. Donc là, il pourrait y avoir effectivement un choc des cohérences entre une régionalisation économique pour l'ensemble du Maroc et puis qui serait une solution à un problème diplomatique pour le Sahara. Donc il pourrait y avoir là un problème de gestion globale du projet. L'avenir nous le dira. Paco Soto, Jean-Jacques Kourlianski, merci d'avoir participé à cette émission. Je remercie également la production, Thomas Bier de la rédaction et tous ceux qui ont rendu cette émission possible, émission que vous pouvez réécouter et revoir sur medien.com. Dans 15 jours, vous avez rendez-vous, vous le savez, avec Swad El Saha. Quant à nous, on se retrouve dans un mois. Bonne journée.